Choc FM 94.8. Théodore Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Nous entrons aujourd'hui dans la 4e semaine de notre feuilleton Vie et destin, Théodore Herzl, Vie et destin. Nous avons raconté la semaine dernière le premier congrès sioniste à Bâle et quelques congrès qui ont suivi. Nous sommes aujourd'hui en 1898. Théodore Herzl a 38 ans et il va faire pour la première fois le voyage en Palestine. Alors ce voyage s'inscrit dans un contexte assez particulier, c'est le fait que le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, va faire un voyage en Palestine. C'est annoncé pendant l'été 1897, à peu près en même temps que le premier congrès sioniste. Et le but de ce voyage du Kaiser, c'est en principe d'inaugurer l'église évangélique du Sauveur à Jérusalem. Et en fait, l'Allemagne veut affirmer une sorte de protectorat par rapport aux catholiques allemands qui vivent en Palestine. Traditionnellement, c'était la France qui était plutôt la protectrice des chrétiens d'Orient et des catholiques d'Orient. Là, l'Allemagne essaye de s'implanter en Palestine et l'Allemagne était un des pays qui avait le plus d'activités culturelles, économiques en Palestine à travers ses ressortissants. Et ce voyage provoque beaucoup d'ébullitions, disons, dans les milieux diplomatiques. Et Herzl, qui vient de lancer sur la place publique son mouvement, estime que c'est là une occasion rêvée. On parle beaucoup du problème du Proche-Orient dans toutes les chancelleries, chez tous les observateurs. Il estime que c'est le moment pour le sioniste de jouer sa carte diplomatique, de jouer son va-tout diplomatique. Et il multiplie donc les contacts avec les hommes politiques allemands. C'est là que le révérend Eschler, dont nous avons déjà un petit peu parlé, cet ami protestant qui se dévoue à la cause du sionisme, lui a été utile pour lui faire rencontrer le grand-duc de Bade, qui lui-même était d'un accès assez direct au Kaiser et aux hommes politiques les plus influents du Deuxième Reich. C'est l'expression qu'on employait à l'époque. Donc, quelques semaines avant le départ du Kaiser, Herzl rencontre les hommes politiques les plus importants, le chancelier, le ministre des Affaires étrangères. Tous sont assez prudents, assez réservés. Mais finalement, probablement grâce à l'intercession du grand-duc de Bade, le Kaiser, lui, est très séduit par l'idée et fait savoir à Herzl qu'il l'apprend à Amsterdam pendant un voyage. Il lui fait savoir qu'il est intéressé à le rencontrer et qu'il est intéressé à le rencontrer à Jérusalem. Le Kaiser avait un sens théâtral, avait un sens de la mise en scène des événements politiques. Il a estimé qu'il serait très opportun pour lui de recevoir le dirigeant du mouvement sioniste dans le cadre de Jérusalem. Alors ce voyage en Palestine de Théodore Herzl va naturellement susciter un immense espoir parmi tous ceux qui ont lu ce livre sioniste qu'est l'État juif. Il y a effectivement dans le message du Kaiser annonçant qu'il est prêt à recevoir Herzl à Jérusalem une petite phrase où il parle de son souhait de protéger la migration des Juifs. Et c'est cette petite phrase-là qui va faire que Herzl va placer beaucoup d'espoir dans son voyage en Palestine sur les pas du Kaiser. Et il a commis à ce moment-là une sorte de ce qu'on peut bien appeler une erreur tactique, c'est que il était invité à Londres dans un grand meeting, un meeting populaire sioniste. C'était probablement le plus grand qu'il ait tenu depuis la création du mouvement et un des plus grands qu'il ait jamais tenu, puisque 6500 personnes sont venues à Londres, dans le quartier juif le plus pauvre de Londres, pour l'écouter. Il y avait là un prêtre catholique sioniste, le père Ignatius, qui est un peu le symétrique du révérend père Eschler, qui l'a qualifié d'ailleurs de nouveau Josué. Il y avait là le grand rabbin séfarade Moshe Gaster. Il y avait une atmosphère tout à fait électrique, une atmosphère presque messianique dans ce meeting de Londres.
Herzl pourtant n'a pas dit de choses très imprudentes, mais il s'est laissé emporter un peu par sa rhétorique, par son sens rhétorique, et il s'est laissé aller à susciter dans le petit peuple juif des espérances un peu démesurées. Et il aura ensuite beaucoup de mal à faire en sorte que le voyage en Palestine soit à la hauteur des espérances soulevées. Alors Philippe, Théodore Herzl donc est en train de préparer ce grand voyage en Palestine. On a dit qu'il a eu, il a laissé susciter chez les Juifs les plus pauvres une sorte d'attente messianique. En fait, il a eu très peur d'être un faux messie. Il a eu très peur d'être un nouveau Sabbatai Zevi. Et quand il va être en Palestine, il va faire beaucoup d'efforts pour éviter de monter sur des chevaux ou de monter sur des ânes, pour qu'on ne puisse surtout pas le photographier dans la posture d'un messie possible. C'était tout à fait contraire à l'état d'esprit de Herzl de tricher avec les sentiments du peuple. Au contraire, ces sentiments-là étaient un appel pour lui à faire toujours mieux. Et là, on va raconter demain la manière dont le voyage va se passer en Palestine, mais nous en sommes encore aux préparatifs. Et là, il va y avoir une rencontre entre Théodore Herzl et des dirigeants allemands à Berlin. Les premiers contacts avec les dirigeants allemands étaient plutôt froids, alors que depuis que le Kaiser a donné son feu vert, les mêmes dirigeants reçoivent Herzl avec beaucoup plus de sérieux. Ils le reçoivent dans le pavillon de chasse du Kaiser, dans la banlieue de Berlin. Et Herzl est très impressionné de rencontrer ces gens qui représentent la fine fleur de l'aristocratie prussienne, ces gens qui étaient un peu le modèle de la classe dirigeante, de l'élite selon ses conceptions, et qui le reçoivent en tenue de chasse dans un décor tout à fait grandiose. Et il se sent un peu en train de faire ses premiers pas d'homme d'État juif, à parler d'égal à égal avec ces gens, à leur proposer un compromis. Il faut dire que ces hommes politiques sont plutôt antisémites, et ils sont tous persuadés que les banquiers juifs sont des gens très puissants, que Herzl a leur confiance illimitée, et que donc on peut faire un compromis avec la finance juive. De son côté, Herzl, lui, ce qui l'intéresse, c'est la très grande influence que le Kaiser a sur le sultan. L'Allemagne était la principale alliée de la Turquie, et il était donc admis que si le Kaiser faisait une démarche favorable au sionisme auprès de la Turquie, ça pourrait avoir des répercussions très positives sur les intérêts sionistes. Et c'est ça le sens même des démarches que Herzl effectue à l'occasion de ce voyage en Palestine. Et alors donc il obtient le 18 octobre 1898 à Constantinople une audience de l'empereur dont on va parler dans un instant. Donc Théodore Herzl va avoir une entrevue avec le Kaiser à Constantinople pour lui exposer les thèses sionistes et pour lui demander d'intervenir auprès du sultan de Turquie. Herzl a voyagé avec l'Orient Express. Il est accompagné par David Wolfson et par plusieurs dirigeants sionistes les plus proches de lui au sein de l'organisation sioniste. Et avant de rencontrer le Kaiser, il ne sait pas très bien à quel saint se vouer, pendant tous les contacts préliminaires, on lui a dit que l'ambassadeur d'Allemagne en Turquie était très favorable au sionisme. Et puis là, il s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout en rencontrant cet ambassadeur sur place. Et finalement, malgré toutes ces incertitudes, le contact entre Herzl et le Kaiser, ce premier contact va être excellent. Et le Wilhelm II, qui règne à cette époque-là sur l'Allemagne, a régné pendant 30 ans. C'est donc lui qui va régner pendant la Première Guerre mondiale. Ça va être le dernier empereur d'Allemagne. Et beaucoup de choses ont été écrites sur lui, à la fois pour comprendre celui qui gouvernait l'Allemagne pendant la Grande Guerre, et aussi pour comprendre pourquoi l'Empire s'est effondré, pourquoi il n'a pas résisté à cette défaite militaire. Et il est intéressant de voir que le portrait que Herzl en dresse dans son journal est un portrait extrêmement perspicace, qui est un peu en avance sur les portraits qu'on fera de lui à bien longtemps après sa mort. Par exemple, un portrait célèbre d'Émile Ludwig. Par exemple, Herzl avait remarqué dès les premiers instants que le Kaiser avait une infirmité au bras gauche, alors qu'il cachait cette infirmité. Et par exemple, lorsqu'il montait à cheval, le Kaiser tenait les rênes de la main gauche comme un bon cavalier, alors qu'en fait le drame de la vie de cet homme, c'était qu'il était physiquement faible et que il voulait apparaître comme un officier valeureux, alors que devant un examen de santé, on lui aurait refusé même une position de soldat de deuxième classe. Et Herzl avait très finement percé la psychologie de son interlocuteur,
il le considérait comme un homme d'État très éclairé, comme le modèle de l'homme d'État moderne, cultivé, intelligent. Et le contact a été excellent. On peut dire que c'était réciproque, c'est-à-dire que le Kaiser a été séduit par la vision de Herzl, par le type d'homme qu'il représentait. Si ça n'avait tenu qu'à ces deux hommes, les choses auraient pu aller relativement vite. Il n'y a pas eu du reste une seule entrevue, il y en aura une deuxième, et cette fois-ci directement en Palestine, entre le Kaiser et Theodor Herzl. Le premier entretien a duré 1 heure, ce qui est beaucoup dans les usages diplomatiques. Et il y a un détail peut-être à retenir avant de conclure, avant de quitter Herzl et avant qu'il ne rejoigne la Palestine proprement dit, c'est que dans cette conversation avec le Kaiser, avec plusieurs des principaux hommes politiques allemands de l'époque, tout le monde dans la pièce était convaincu que Dreyfus était innocent. N'oublions pas qu'on est au cœur de l'affaire Dreyfus et toutes les allusions qui ont été faites à l'affaire montrent que personne ne doute de son innocence, bien que certains des personnes présentes soient des personnes antisémites. C'était Theodor Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.